est-ce que vous voulez qu'on revienne sur les 5 cas, là, sur les conditions qui doivent être réunies? Est-ce que vous avez des questions déjà à poser là-dessus? Est-ce que vous voulez revenir là-dessus? Et par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent, est-ce que ça vous paraît donc plausible ce que nous avons évoqué au départ, à savoir par exemple de dire que cette histoire de proportionnalité doit être modifiée? Après, vous pouvez aussi poser des questions et puis donner votre avis sur les autres conditions. Vous avez la parole. Rodeline. Vas-y, Rodeline. En tant que simple citoyenne, quand je vois et que j'écoute, que je lis un petit peu tout ce qui concerne la légitime défense, je me dis que le législateur ne l'a pas fait dans le sens de l'agressé, mais dans le sens de l'agresseur. Parce que là, je me demande comment on va faire pour se défendre. Et ça m'interpelle, parce que moi je suis simple citoyenne, mais là je vais partir de là, je vais me dire, si on m'agresse, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis encore plus troublée, parce que le législateur ne l'a pas fait dans le sens de l'agressé, hein. C'est pas possible. Alors, comment rebondir là-dessus? Et comment ça se fait que des avocats, des juges n'aient pas eu l'idée de faire quelque chose pour l'agresser? Parce que là, c'est que pour l'agresseur. Parce qu'eux, ils ont des protections armées. Exactement. Exactement. C'est exactement ça, Michel. C'est pas que ça. Le simple citoyen. C'est votre problème. Toi, tu n'as pas de garde du corps. Voilà. Donc, quand vous voyez ça, là, Mais moi, ça se charge. ça vous fait réagir quand même. Bah Quand oui, vous voyez ça. Il faut bien noter. Complètement. Il faut revoir tout ça. Il faut revoir tous ces fondements. Il faut les revoir, ces fondements. En comparaison avec le représentant de la loi, il n'est pas armé, sauf quelques cas. Je veux dire, les cas ne sont pas les mêmes. Et proportionnellement, moi je pense que c'est le législateur l'a fait pour laisser à l'appréciation justement du juge. Et je ne vois pas ce qui pourrait choquer là-dedans. Ok, c'est peut-être pas le mot, mais puisqu'on parle maintenant d'une société quand même qui a mal évolué, chaotique, de plus en plus de violence. Ce n'était pas comme ça il y a des années en arrière. Vous ouvrez les informations maintenant, on nous dit tous les jours, il y a des gens. Hier à Marseille, il y a un jeune qui a été poignardé. C'est tous les jours dans toutes les villes. Donc à un moment donné, c'est pour ça qu'on parle de la légitime défense. Alors c'est vrai qu'on a débordé un petit peu sur la légitime défense par rapport à la police, par rapport au port d'armes citoyen qui a fait l'objet, comme on a dit tout à l'heure, d'une conférence organisée et menée par Mitch. Mais bon, la légitime défense, ça regarde tout le monde en fait. C'est malheureusement, moi j'espère que ça ne nous arrivera pas. Mais on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui vous sort une arme quand vous faites vos courses, quand vous vous promenez. Ou même chez toi, le homejacking. Mais je lisais une information, même dans une montagne, je ne sais pas pour vous, en France, il y a quelqu'un qui était agressé avec un couteau aussi, en marchant à la montagne. Donc, un randonneur. C'est la raison pour laquelle cette légitime défense, elle a été établie comme ça par le législateur. Toutes les lois peuvent se changer et se modifier. Il suffit simplement qu'on s'y attelle et un laboratoire d'idées, à mon humble avis, est fait pour ça. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici et on a le débat. Pour revenir à ce qu'a dit, je sais pas, est-ce qu'au fond, c'est pas parce que les situations peuvent être multiples que le texte doit être plutôt large pour permettre effectivement aux juges d'avoir une analyse au cas par cas. Si le texte est trop précis, il ne pourra pas recouvrir tous les cas, et deuxièmement, ça interdit d'avoir une interprétation. Alors après, il y a l'idée, les juges aujourd'hui sont trop laxistes, ils sont plutôt des gauchistes, donc ils ont plutôt intérêt. Donc là, on est dans une attaque des autorités judiciaires. Mais en méthode, en principe, il me semble qu'il y a tellement de cas, hein, l'arme, la situation, l'âge, la possibilité d'être fort ou faible, le poids, on a évoqué tout ça. On voit bien qu'il y a tellement de paramètres qu'un texte ne peut pas tous les intégrer. Et si le texte intégrait tout, la loi serait presque
difficile à appliquer. Parce qu'on serait dans l'application mécanique, alors même que c'est le genre de situation où les conditions de fait sont essentielles. Et bon, c'est pas le seul cas où effectivement le texte ne peut pas aller au-delà. Est-ce qu'au fond, c'est pas logique que le texte soit aussi large et aussi imprécis? Voilà. Alors, est-ce que je peux prendre la parole? Oui, la parole, oui. La complexité des situations est effectivement quelque chose, une réalité, une contingence qu'il faut prendre en compte. Mais il y a aussi autre chose à prendre en compte, c'est l'isonomie, c'est-à-dire c'est l'égalité devant la loi. Le problème, c'est que cette appréciation du juge, alors je vais parler de quelque chose qui ne se passe pas de nos jours, mais qui s'est passé par le passé dans un autre pays. À l'époque, aux États-Unis, il y avait des appréciations du juge, et avant, on va dire dans les années 50, l'appréciation pour une personne noire n'était pas la même que pour une personne blanche. Alors, j'ai pas du tout l'impression que c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui en France, hein, ce racisme systémique dans la justice. Néanmoins, c'est une injustice, c'est une forme d'injustice. Aujourd'hui, vous pourriez avoir tout à fait un juge qui va avoir un a priori négatif parce qu'il est anticapitaliste et que la personne qui se défend, c'était un bijoutier par exemple, que cette personne-là représente pour lui voilà, un certain consumérisme qu'il peut juger décadent. Il peut avoir un très mauvais a priori vis-à-vis de ça. Et ça, à partir du moment où lui a une appréciation et que ça reste un petit peu de sa discrétion, comment est-ce qu'on peut espérer que les juges seront finalement à ce point-là bons? Et donc formaliser la loi sur ce qui constitue réellement la légitime défense ou pas, ça a quand même cet avantage que ça évite l'arbitraire et ça évite l'inégalité devant la loi. Maintenant, plus concrètement, ce qui mériterait d'être changé, à mon sens, au niveau de la proportionnalité, c'est effectivement de prendre en compte l'initiation ou pas de la violence. C'est-à-dire, est-ce qu'on est réellement certain que vous avez subi la violence et que vous y avez réagi, auquel cas, on peut vous demander une certaine une absence de disproportion manifeste. Hein, si vous vous faites frapper sur la joue par un gamin de 4 ans, bon, sortir le 9 mm, c'est exagéré. Si vous vous faites agresser par une bande de loups de Poméranie et ils sont 15, ils n'ont pas d'arme à feu, mais ils sont 15, et vous vous faites frapper et vous sortez l'arme et vous en tuez 2, 3, 4, bah, il faut quand même se rendre compte que quand on agresse à 15, si on se prend une bastos, je tiens quand même à rappeler la sagesse populaire que c'est le jeu ma peau puissante. J'ai des fois un peu l'impression que on peut pas demander une absence de proportionnalité au taureau quand on le met dans l'arène. Le taureau, des fois, il a encore le torero. Et ben, c'est pas de bol. Si vous ne voulez pas que ça vous arrive, il ne fallait pas descendre dans l'arène. Et la proportionnalité, il faut vraiment l'atténuer. Parce qu'on est arrivé, il y a eu quand même des cas où il y a eu des personnes qui se sont fait tirer dessus et on a compté le nombre de balles quand même. Hein, c'est-à-dire, lui, il a tiré 2 fois, vous avez tiré 3. C'est pas vraiment proportionnel. Donc on arrive en fait à une impossibilité de la défense selon l'appréciation du procureur. Donc là, il y a un réel problème là-dessus. Par contre, il faut se souvenir qu'il y a ce qu'on appelle la jurisprudence dans le système juridique français et que ça donne... il y a des cas qui vont faire jurisprudence et pas d'autres. Donc il faudrait connaître la totalité de la jurisprudence et je ne la connais pas parce que je ne suis pas juriste. J'ai aucune formation juridique si ce n'est la culture générale que j'ai trouvée. Là-dessus, il faudrait voir à quel point ça impacte et ça modifie la loi sur la légitime défense et ce qui est retenu. Mais le problème d'une loi trop large, c'est que vous n'aurez pas la même loi à Brest, à Paris et à Marseille. Donc l'égalité devant la loi, c'est un pilier du droit. C'est vraiment, si on n'a pas l'égalité devant la loi, en fait, il n'y a pas vraiment de loi. Il y a juste du copinage politique.
Et vous ne pourrez pas obtenir la moindre confiance des citoyens dans l'appareil juridique s'ils n'ont pas une ferme confiance dans la loi. Et ça, si vous n'avez pas ça, vous aurez des vendettas malgré tout. Parce que les Français se sentiront lésés, se sentiront... ils n'auront pas l'impression que la justice est juste en fait. Donc ils se feront justice eux-mêmes. Et si vous laissez cette impression-là, la justice ne remplira plus son rôle du tout. Tu veux intervenir, Dominique? Donc, je pense que si je suis ton raisonnement, en fait, il faudrait créer dans la loi une présomption en faveur de la personne qui est agressée en réalité. Voilà, qui subit l'agression. Voilà. Et que ce soit au parquet de démontrer qu'elle a été disproportionnée. Voilà. Que ce ne soit pas notre défenseur. Parce qu'on n'a pas évoqué jusqu'ici, mais tout à l'heure on parlait de la garde à vue. Moi je peux citer un exemple d'un agriculteur en 2020 en France dans la Marne. Cet agriculteur, ça faisait 5 ans qu'il était victime sur sa propriété de vol de carburant, destruction, etc. Il installe des caméras, il appelle des gendarmes, personne ne peut rien faire. Et en 2020, il est réveillé en pleine nuit, là il avait mis des caméras, il y a des gens qui sont en train de lui piquer tout le carburant. Donc il prend son fusil, il va tirer dans l'obscurité, et dans l'obscurité il blesse un des voleurs qui se retrouve dans le coma pendant plusieurs jours. Cet homme s'est retrouvé 11 jours en détention provisoire. Déjà, la détention provisoire, c'est pas rigolo pour une citoyenne lambda. Mais surtout, ce qui est beaucoup plus grave et dont on ne parle jamais, c'est qu'en attendant le jugement qui est intervenu beaucoup plus tard, il est mis sous contrôle judiciaire. Et le contrôle judiciaire, c'est quelque chose qui peut être très variable. Et au cas particulier, il fallait quand même le faire. Le juge lui a interdit d'être sur le département. Cet homme était agriculteur, il avait une ferme, c'était son moyen de vie. Et c'est son frère, qui n'était pas du tout agriculteur, qui habitait à côté, qui est venu prendre en charge l'exploitation. Voilà. Le deuxième cas, pareil aussi, d'un agriculteur qui se fait agresser chez lui avec sa petite fille. Des gens rentrent dans sa maison, dans sa ferme, il prend le fusil, il a peur, il en tue un. Même topo. Il s'est retrouvé lui aussi en détention provisoire et ensuite contrôle judiciaire avec interdiction d'être dans ce domicile. Lui aussi. Donc ça c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas quand même quelqu'un qui s'est fait agresser se retrouve en plus avec quelquefois une perte de revenus, obligé de ne pas être sur les départements. Donc ça c'est aussi. Et effectivement, on peut se demander là. Il y a beaucoup d'arbitraire de la part des juges. Oui. Alors, là on est sur un cas de défense du domicile aussi. C'est un petit peu particulier. La défense des lieux privés. Alors, aux États-Unis, ils ont ce qu'on appelle la castle doctrine, c'est-à-dire la doctrine du château. En gros, quand quelqu'un s'introduit par effraction chez vous, je crois que ça n'inclut pas les propriétés agricoles non clôturées. Vous avez du bétail, mais ici on est vraiment, si on rentre dans votre jardin clôturé pour votre domicile, vous n'avez pas à présupposer que cette personne n'est pas armée. C'est-à-dire dans certains États, c'est pas très partout. Dans certains États, si quelqu'un rentre par effraction chez vous, vous avez le droit de tirer en fait, parce que on considère que c'est pas à vous de prendre le risque de savoir, en fait, voilà, quelqu'un qui rentre chez vous par effraction a déjà démontré son intention d'agir. C'est plus à vous de démontrer votre bonne foi. Mais en France, il y a cette idée que la protection des biens matériels, parce que peut-être qu'il ne fait que vous voler, et la protection de vos biens matériels ne vaut pas une vie. Ce à quoi je tiendrais à opposer le fait que si vous y réfléchissez, si vous allez en hiver par exemple, hein, il fait moins 15, il y a quelqu'un qui va vous dérober de vos vêtements, et il est littéralement en train de vous tuer, hein, parce que vous allez mourir d'hypothermie. Le carburant de cet agriculteur, c'est le lui voler, c'est pas le tuer, mais c'est le tuer indirectement, parce que lui c'est son gagne-pain, et qu'au bout d'un moment il va se retrouver à la rue, et être à la rue on crève.
C'est-à-dire notre propriété, c'est parfois un peu du loisir, c'est aussi notre subsistance. L'humain est un singe qui survit par l'outillage. On est moins balèze que les autres, on ne court pas aussi vite que les autres, on ne grimpe pas aussi bien que les autres, on n'a pas des griffes, on a des ongles, nos dents, ça sert à peine à mâcher, et encore, avec les caries qu'on se chope, nous ne sommes pas en fait des créatures qui se suffisent à elles-mêmes. Nous avons besoin de notre propriété. Notre propriété, c'est une extension de nous-mêmes. Si vous lâchez quelqu'un à poil en Europe et qui ne peut pas s'outiller, il va en crever, littéralement. Donc, quand on dit que l'atteinte à la propriété, c'est pas une atteinte à la vie, je trouve que déjà, c'est une négation de la réalité de la nature humaine et du fait que, je suis désolé, mais on n'a pas envie de vivre comme des hommes préhistoriques. Et une grande partie de la différence de confort entre nous et Cro-Magnon, c'est qu'on se construit des biens matériels. Donc se faire réduire en fait à l'état de bête, parce qu'on nous prend notre matériel et on dit ah oui mais là il vous a pas tué, et je trouve que il y a une malhonnêteté intellectuelle derrière. Voilà. Patrick, tu veux interpeller? Oui, par rapport à ce que vous avez dit, moi je viens de regarder sur internet, il y a l'article 122.6 qui dit est présumé avoir agi en état de légitime défense, donc il y a une présomption de légitime défense, celui qui accomplit l'acte pour repousser de nuit l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité. C'est-à-dire que si quelqu'un vient de nuit chez vous, vous êtes présumé vous défendre et être en légitime défense. Donc, ce que vous disiez, il y a quand même des circonstances où la loi prévoit quand même une défense un peu plus solide de l'agressé, la nuit, chez soi. Alors justement, puisque tu parles de ça, j'allais y venir, cette notion de nuit qui est très importante. Parce que, jusqu'à présent, on a évoqué les 5 conditions pour que la légitime défense soit retenue. Et ce que vous venez de dire, là, ce que toi et Dominique a fait allusion tout à l'heure, en parlant de la notion de nuit. Alors ils vous disent, toujours pareil, néanmoins, la légitime défense est présumée existante dans les cas suivants. La nuit, dans un lieu habité, une personne repousse une personne entrée par effraction, violence ou ruse. La nuit. Ce qui veut dire que si c'est le jour, on n'a pas légitime défense. Après, une personne lutte contre le vol ou le pillage fait avec violence. Une personne lutte contre le vol ou le pillage fait avec violence. Mais la première phrase de tout à l'heure, la nuit, je pense qu'on pourrait y revenir aussi. Pourquoi spécialement la nuit? C'est restrictif. C'est restrictif ça. Bien sûr, mais c'est. Parce que les handjacks, c'est pour beaucoup de la nuit, jours. elle n'est pas la même chose à Marseille et à Lille. C'est restrictif. La durée de la nuit. Mais on n'a pas dit que c'est que pour porter une nuit. J'habite en Suède, il fait beaucoup de Ça a dû être jugé autrement, sûrement. Bien que ce soit jugé autrement, c'est vrai. Tout ce que nous disons à ce moment, c'est par rapport à des textes de loi. Et comme on l'a dit tout à l'heure, un texte de loi peut être changé, modifié. Voilà. Donc on est là pour ça. Le jour comme la nuit. Ah oui, on peut discuter que de la loi, le reste. Parce que sinon, tout à l'heure. L'exemple que j'ai donné, c'était la nuit. C'est pour ça que je J'ai donné l'exemple, c'était la nuit, et il est quand même bien déclaré Mais c'était pas son domicile, c'était son exploitation, c'était pas sa maison. Il venait voler du carburant agricole dans des tracteurs comme dans des hangars. Donc c'était pas son domicile. Donc là, c'est pas assez dans la séquence. Donc là, il aurait pu le laisser faire. Et éventuellement, peut-être que le juge aurait peut-être un peu reproché de leur avoir amené le café. Encore une fois, c'est parce que Voilà, vous voyez, défense, ça n'existe pas. il y a quand même des termes. Le sujet, dans le premier exemple sur le carburant, ce qu'il faut intégrer dans cette affaire-là, à mon sens, d'ailleurs, il a été au départ, il avait été mis en examen pour homicide volontaire, et en 2022, le juge d'instruction a requalifié les faits en fait de violence simplement volontaire avec arme. Donc il a diminué le chef d'accusation. Bon, c'est que ça faisait 5 ans que régulièrement il subissait. C'est comme le bijoutier. Comme le bijoutier. Voilà. Pareil. Donc en fait, on voit que les cas de légitime défense dont on parle, ce sont généralement soit des commerçants, soit des agriculteurs,
qui sont agressés régulièrement, qui finissent par s'armer pour certains, je pense, C'est des chasseurs. et qui à un moment donné, exaspérés, pètent un plomb. Ben oui, Voilà. c'est normal. Oui, mais en fait, c'est exactement, c'est parce que les législateurs, donc ils nous voient, hein, donc nous sommes leurs moutons, si vous préférez, et ce qu'ils veulent, c'est que le bétail ne s'entretue pas, hein, un peu comme un éleveur qui, quand il a des vaches qui se battent, bon, bah, il essaie de les mettre à l'écart, il essaie de faire ce qu'il faut. Le problème, c'est que ils préfèrent en fait que vous soyez généralement impuissant, qu'ils ne vous poussent pas trop des ailes, que vous ne soyez pas trop courageux, parce que eux, ils vivent de vous. Hein. Vous ne vivez pas de la justice, mais la justice vit de vous. Ils ont besoin que vous soyez un peu plus corvéable que ça. Et si vous prenez en main votre défense, vous avez déjà beaucoup moins besoin de la justice a posteriori, parce que une fois que vous êtes défendu, vous n'allez pas porter plainte. C'est bon, je me suis défendu, ça va, je m'en suis tiré, j'ai plus besoin de vous, monsieur le juge. Donc ça gêne énormément les juges, parce que ça vous aide un petit peu sur leur turf quand même. Hein, c'est leur prérogative à eux. Donc ça, là, il y a une véritable gêne, c'est une représentation lubristique qu'on a. Et il y a également ce côté, cette condescendance, où on va, dans le doute, on va punir tout le monde, dans le doute, on va leur interdire ça, parce qu'au cas où il y en ait un qui s'amuse à tendre des pièges, à pas bien indiquer que c'est une propriété privée, et puis après il s'amuse à faire des cartons sur les gens. Dans le doute qu'il y a un mec suffisamment taré pour faire ça, et puis il y en aura probablement un sur 50 millions, et dans le doute on va tout interdire à tout le monde, comme ça, voilà. C'est ces deux phénomènes-là, en fait. C'est cette volonté de maintenir le citoyen de base bien en dessous des hauts magistrats, avec leurs perruques, leurs robes, tout leur attirail, leur gloire et leur ego. Et aussi ce côté, on ne sait jamais s'il y en a un qui déconne. Donc on va punir tout le monde. Est-ce que vous avez... générale et rabaissement. Moi, je me sens pas C'est d'accord ça, comme vous dites. c'est ça l'origine de ces textes de loi. D'ailleurs, quand vous regardez les discussions dans les assemblées, au Parlement, où on discute de ces lois, les discussions qui ont abouti à ces lois, c'est exactement ces arguments qui sont mis en avant. Mitch, merci. Lionel, Il y a Lionel qui veut prendre la parole. Qu'est-ce que tu veux dire, Lionel? Ça ne me parle pas, votre argument. On se sentirait maintenu, vu, regardé d'en haut par des personnes. Moi, c'est de l'injustice. Hein. Ceux qui ont à l'instruire, ça me parle pas, non. Je comprends pas. Je comprends pas. Ça leur parle à eux, c'est pas grave. Ouais. Je l'entends pas, voilà, c'est tout. Je Non, crois pas que ça se passe comme ça. Eux tendent, ça suffit. Tu veux développer Développe, Lionel. Développe. Si tu veux. C'est une réaction, je ressens pas comme ça, voilà, c'est tout. D'accord. Je pense qu'il y a une adaptation de la loi aux événements qu'on traverse, c'est clair, quoi, on en a besoin. Mais vous témoignez, et le gars qui dit que les flics n'étaient jamais mis en garde à vue, c'est manifeste, il y a des choses qui tournent par an, qui choquent tout le monde. De là à dire que tout ça est un espèce de calcul du monde de la justice vis-à-vis des citoyens, ça me dérange. Je ne sais pas, je ne ressens pas comme ça. Pour connaître des juges qui travaillent en correctionnel, je les trouve très sévères, très durs, et ils le font, et je pense qu'ils doivent se sentir très seuls face au chaos social qui juge, quoi. Jean-Pierre, la dame Moi, je parlais des législateurs. Hein. Ah oui, le législateur, pas des juges. ouais, toi, Mitch, tu ne veux pas parler des magistrats qui jugent une affaire en particulier, alors que toi, Lionel, tu parles des magistrats qui jugent une affaire. Alors que Mitch, je crois qu'il parle du législateur, c'est ça? Il y a les législateurs, et après, les juges sont tous différents. Là, après, là, ça devient des cas individuels. Bien sûr. Mais en revanche, les conclusions d'une assemblée comme la Chambre des députés qui va légiférer et faire des lois qui mettent la majeure partie des citoyens dans une situation délicate et à l'avantage des agresseurs, ils le savent. Ils sont pas demeurés. Hein. Ils l'ont fait de manière consciente. Et la raison, quand vous écoutez les débats, hein, c'est des débats qui sont documentés. La raison, par exemple, pour laquelle Daladier a interdit le port d'armes,
c'était pas parce qu'il avait peur des surréactions de légitime défense et des gens qui allaient arrêter les places de parking, qui allaient se tuer pour une place de parking. C'est parce qu'il avait peur, et c'est documenté, il l'a admis, c'est clair, il l'a fait parce qu'il ne voulait pas que les Français puissent faire une révolution. Il ne voulait pas que les Français se révoltent contre lui. Il l'a admis, c'était même pas, il s'en cachait même pas. Et la loi Farcy, qui a été faite au début du 19e siècle, qui est donc la loi Farcy qui a permis le port d'armes sous la majeure partie de la Troisième République, ce sont des députés qui se sont battus contre l'exécutif de l'époque, bec et ongle, ils ont arraché ce droit de très haute lutte avec des débats extrêmement intenses à l'Assemblée, et le contre-argument de l'exécutif, c'était mais si nous faisons ça, il va y avoir des oppositions populaires armées qui vont pas arrêter, qui vont renverser la République, qui vont nous renverser, nous, politiciens, et c'était ça dont ils avaient peur. La réduction des potentialités de légitime défense, elle procède du même raisonnement. Le but, c'était de vous rendre dépendant des institutions et de vous rendre soumis aux institutions. C'est pour ça qu'on a fait les lois comme ça. Jean-Pierre, tu voulais intervenir? Voilà, je voulais dire que la dame a cité 2 cas, je vais citer un troisième, je vais faire très court. J'ai une de mes connaissances que j'avais rencontrée par hasard dans un village de la Lozère qui m'avait exposé ses malheurs. Il rentrait chez lui de la chasse un soir, il était chasseur, donc. Il était 1h du matin à peu près, il habitait une ferme dans le Gard, et dans les phares de son véhicule, parce que c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, sauf au poltron, je pense. Dans les phares de son véhicule, il va passer 4 jambes. 2 jambes qui partent d'un côté, 2 jambes qui partent de l'autre, qui rentrent à l'intérieur de la ferme, donc, où il savait qu'il y avait sa maman, une dame âgée dedans. Lui, il a laissé le 4x4 en marche, il a pris son fusil, et il a mis 3 balles dedans. Et il s'est retrouvé face à face avec quelqu'un où il faisait nuit noire, à peine il a dissimulé. Il a vidé le chargeur dedans 3 balles. Alors ce monsieur, il faut savoir quand même que c'était lui, hein, toutes les conditions étaient requises. C'est pour ça, entre ce qui est requis et ce qui est appliqué, ça fait 2, encore une fois. Hein. Les conditions requises, il a fait quand même 9 ans au beau matin. C'est quand même important. Hein. Alors c'est quelque chose qui peut arriver, je le dis, sauf à un poltron. Le poltron, lui, il ne bougera pas. Mais quelqu'un qui est normalement constitué, il a agi de la sorte. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait fait différemment, mais lui, il a fait. Alors c'est pour ça que les conditions requises, il a quand même fait 9 ans. Ce qu'on a retenu quand même, il y a 3 balles. Tout à l'heure, vous avez dit, c'est comment dirais-je, un truc en plus, pas... Des circonstances, Le mot m'échappe. Proportionnalité. Voilà, il aurait tiré peut-être une seule fois, Ah oui, peut-être 2 fois, mais la troisième, je veux dire, C'est la balle de trop. la proportion est là. Voyez. Alors, je vais en terminer aussi. On parle de l'usage des armes, des uns des armes, armer le citoyen, c'est bien beau. Il faut savoir que tous ces représentants de la loi, lorsqu'ils sont partis à la retraite, un jour, qui avaient été menacés pendant l'exercice de leur fonction, qu'ils soient gendarmes, policiers ou autres, douaniers ou autres, les impôts également. La plupart d'entre eux détenaient une arme personnelle qui était enregistrée à la préfecture, une détention d'armes. Eh bien, les services étatisés, la première chose qui a été faite, ils se sont dit les gorges chaudes, on a désarmé ces retraités. Voilà. On a désarmé les retraités, alors que c'est quelque chose que quand même c'était fait déjà dans le bon sens au départ pour se protéger. C'était ça. Mais là, encore une fois, l'exemple est là, et c'est pour ça que le sujet est épineux. Le sujet est épineux, il est grave. Pas n'importe qui peut porter une arme. Voilà. Ce que tu dis, Jean-Pierre, ça fait l'objet, donc c'est Mich qui a été les débats, de cette fameuse conférence sur le port d'armes citoyen, où, quand on demande, quand il y a un sondage qui est fait, on demande quel est l'avis des gens sur le port d'armes citoyen. Si on s'arrête là, il y a 75% de gens qui sont contre. Moi le premier. Et vous, je pense que vous serez d'accord. Maintenant, si on précise, si on dit est-ce que vous êtes d'accord, c'est pour rejoindre ce que tu viens de dire, et la précédente conférence que nous avons faite avec Mitch, si on précise,
Si on dit par exemple les policiers qui partent à la retraite, les militaires, les gendarmes qui partent à la retraite avec leur accord, hein, si on leur propose de garder leur arme, peut-être que ce sera une protection supplémentaire pour les autres citoyens, sachant que les policiers et les gendarmes à l'heure actuelle ont beaucoup de travail et ne peuvent pas être derrière chaque délinquant, premièrement. Après, il y a les personnes qui sont en capacité de porter une arme, c'est-à-dire qui fréquentent régulièrement les scènes de tir, et ces personnes-là peuvent prétendre à porter une arme, sous certaines conditions qui avaient été présentées lors de cette conférence, à savoir évidemment que la personne doit être ne pas avoir de problème psychiatrique, doit pas être connue des services de police, ben voilà, donc ça doit être bien encadré. Mais cette conférence que nous faisons aujourd'hui, c'est la continuité en fait de la précédente conférence qui avait été faite sur le port d'armes citoyen. Donc on peut revenir sur beaucoup de choses, mais là, ce qui a été dit, ce que nous disons, c'est par rapport à des textes de loi qui sont écrits, voilà, et nous essayons encore une fois de voir si on peut les améliorer. Voilà. L'impression que j'ai, c'est que la proportionnalité et l'immédiateté sont des critères qui ne sont pas dénués de sens parce que ça permet de faire la différence entre une vengeance et une défense. Donc ça, voilà, ça c'est important. Mais le problème, c'est que si on rend en fait ces critères inatteignables par quelqu'un qui agit sous le stress ou quelqu'un qui est tout simplement beaucoup plus puissant lui-même, c'est sûr que Jérôme Le Banner, qui est un athlète extrêmement fort et formé, bon bah lui, n'importe quelle personne qui va lui mettre une gifle, il va s'en prendre une derrière, ça va sembler disproportionné, hein, c'est sûr. Mais donc si on établit des critères qui sont extrêmement difficiles à atteindre, le problème c'est qu'on va arriver au résultat inverse. Parce que le but de la loi sur la légitime défense, c'est d'apaiser la société. C'est-à-dire vous pouvez vous défendre, mais vous ne pouvez pas vous venger. Eh bien on va arriver exactement à l'inverse. C'est-à-dire qu'on va arriver à des personnes qui vont se dire bon là je me suis fait agresser, mon but finalement ce n'est pas de rechercher l'assistance de la justice, mais de l'éviter au maximum. Et donc, j'ai réussi à me défendre, j'ai réussi à repousser la menace. Mais la légitime défense risque de ne pas m'être accordée, donc pas de témoin, pas de problème. J'ai plutôt intérêt à aller trouver une peine mécanique qu'un avocat. Et non, mais il faut se rendre compte que les humains sont des êtres rationnels. Si vous les mettez dans une situation où la justice va leur mettre la misère, eh bien, ils vont s'abstraire de la justice. Et à ce niveau-là, eh ben, ils vont acheter des bouteilles d'acide, ils vont élever des porcs et les donner à manger aux porcs, ils vont trouver toutes les manières possibles et imaginables pour faire disparaître les corps, ils vont même tuer des témoins. Vous comprenez, on arrive à un moment où je me suis fait agresser, j'ai répondu d'une manière qui pourrait être jugée disproportionnée. Si je veux vraiment rester en dehors de la prison, le mec qui nous a vus, j'ai intérêt à l'enterrer lui aussi. Donc, on arrive en fait Il y a quand même à un une notion résultat qu'on oublie, extrêmement... c'est que l'agresseur, il a choisi son destin. Oui, bien sûr. Mais la victime de l'agression qui se défend et qui se dit qu'il regarde la chose et se dit là on va jamais m'accorder la proportionnalité, il arrive dans une situation où il a même lui-même intérêt à devenir l'agresseur des témoins. Il faut se rendre compte de ça aussi. Est-ce que vous voulez redire ce que vous dites? C'est un peu exagéré, peut-être. Parce que peut-être, parce que je crois que quand on est un citoyen lambda, pour arriver à devenir un assassin et à dissoudre les corps de ses ennemis, il faut vraiment qu'il y ait un parcours psychologique important. Que moi je n'aurais pas, par exemple. Non mais le parcours psychologique, vous l'avez pas. Mais maintenant, le fermier voisin sans problème. Visité 63, lui-même s'est fait voler du carburant, et lui-même en a marre, et la police n'intervient pas pour l'aider lui non plus. Il met des caméras, il tire. Bah lui il a l'appel mécanique. Hein. Il a agriculteur. Par rapport
au temps qui nous est imparti, jusqu'à minuit à peu près. On C'est pas- va voir un coup. On va pas jusqu'à minuit. Donc, à ce niveau de la conférence, est-ce que vous pensez qu'on peut, bon, on va faire un compte rendu bien sûr, est-ce que vous pensez qu'on peut déjà modifier quelque chose par rapport aux échanges que nous avons eus? Est-ce qu'on peut améliorer, modifier ou laisser les choses comme elles sont? Donc je vous laisse la parole circule. Déjà supprimer la nuit. Ah bah oui, Supprimer la nuit, c'est une bonne chose, ça. c'est tout. Supprimer la quoi? La nuit, la notion La notion de de nuit. nuit pour la Oui, oui, question. oui, oui. La notion de nuit, je pense effectivement qu'il faut la supprimer, vous êtes d'accord? Bah oui. Et au niveau de la proportionnalité, À revoir. qu'est-ce que vous en pensez? Il faut modifier. L'immédiateté, la Modifier. proportionnalité, Il faut la modifier, cette histoire de proportionnalité. et l'immédiateté aussi. Il faut réintroduire la notion de choisir son destin. L'agresseur a choisi son destin. C'est très américain comme réflexion. Oui, C'est vrai, tout c'est à vrai. fait. On va inventer, hein. La société a évolué, mais pas dans le bon sens, donc maintenant on peut se méfier de n'importe qui. Donc moi je pense que, je sais pas, Il y a un accident tout seul, mais Exactement. Et puis ce qui a été dit aussi, c'est que c'est la victime qui doit prouver la légitime défense. Ça, il faut y revenir peut-être C'est là-dessus. renverser la charge de la Exactement. C'est C'est exactement ça. mais en plus, Patrice, je pense qu'il y a une banalisation de la violence maintenant. Tout à fait. Voilà. Donc le problème, il est là aussi. attends, Donc, et puis en plus, il risque plus rien. Le gars qui sont violents, tu te fais tabasser, et il va en prison, mais c'est le club med, quoi. Ah, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le Voilà, policier c'est qui clair. fait. Quand il y va, quand il y va. Voilà. Et les représailles après, parce qu'il peut y avoir des représailles, parce que bien souvent ces gens-là, Voilà. c'est des représailles. il ne fait pas légitime. Surtout dans les cités. Non, mais c'est L'agressé, c'est ça que est en train de noter. Exactement. Après, pour l'interprétation de la loi, ils n'avaient pas dit qu'ils faisaient des collèges de juges pour les mêmes affaires? Parce que le juge, c'est un il y a humain. aussi les jurés. hein. Il y a les jurés, quand même, Les jurés, un criminel. Un cour d'assises. En avant d'arriver là, avec les juges, c'est le juge qui est en charge de l'affaire. Mais voilà, ils avaient dit qu'il y avait des collèges de juges. Ça, c'est une autre. C'est pour faire le bruit de notre conférence. Hein. Vous voyez, Là, même, pour la mais légitime tous les gens, défense, ils ont pour le moment, peur, ils ont et peur des maintenant, les conditions gens. qui sont remplies. Ils ont peur. Il va tourner la tête quand il voit quelqu'un qui n'a pas agressé, il tourne la tête parce qu'ils ont peur des représailles, ils ont peur parce que c'est la violence qui est débanalisée maintenant. qui le pénalise dans ses moyens de vie. Mais oui, on est d'accord. Tu lui interdis de venir dans le département où il travaille, où il a sa ferme. Le bijoutier, il a été interdit T'es en prison. T'es en prison, le bijoutier. Voilà. Mais en plus, ils ont fermé la boutique. quoi. Donc, Tout à c'est fait. le sujet, ça. On aurait dû le décorer, le bijoutier. Voilà, bon, vous voulez rajouter quelque chose sur tout ce que nous avons dit jusqu'à présent? Dites. Avant la fin de la conférence, je tiens à dire qu'on a un spectateur qui est Franco Castello, qui est plusieurs personnes chez Vox Nostra, et je veux le saluer, parce qu'il est là, il n'est pas intervenu, mais voilà, je sais que c'est quelqu'un qui est assidu sur ce débat-là. Tu peux répéter, s'il te plaît, Mich, parce qu'il y a eu un petit. Bon, je disais que notre spectateur, je ne sais pas si vous le voyez au nom de Franco, alors c'est pas. Ouais, je le vois, c'est écrit, tout à fait. C'est donc c'est quelqu'un qui est un membre très actif de l'ARPAC et je l'en remercie. Et c'est lui qui m'a mis en contact avec vous. Donc voilà, je pensais que c'était, il méritait un petit clin d'œil. Oui, Ben, merci. merci beaucoup. Merci Franco. On le remercie et vous aussi. Voilà. Vous voulez intervenir ou alors on peut clôturer la conférence? On remercie. Mich, merci à tous les personnes, parce que je vois qu'il y a une quinzaine de personnes aussi qui suivent. Et je les remercie, et vous aussi, bien entendu. Donc, on vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt pour de prochains débats. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci, à bientôt. Il est parti.